Bonjour tout le monde, hein. Rémi Dolé, je suis animateur des professions en CAPEB 49. Cette visio elle est organisée de manière conjointe avec la CAPEB 44, 72 et 53. L'idée c'était de vous faire un point d'information sur le biofuel. Juste avant de laisser la parole à Benoît, les bonnes pratiques de la visio, on essaye de couper son micro. Et si vous avez des questions, moi je vous propose de les mettre dans le chat. Comme ça, je pourrais les relayer à Benoît et ça évite les interférences qui rendent l'intervention compliquée. Et du coup, bah, Benoît, je te propose de démarrer. On y va pour une demi-heure. Très bien. Bonjour à tout le monde. Oui, Benoît je me présenterai très brièvement. Benoît Terrien du service technique de la CAPEB, donc des quatre départements cités par Rémi à l'instant, c'est-à-dire 44, 49, 53 et 72. On va faire un petit point aujourd'hui sur les chaudières, enfin, sur le biofuel, plus précisément. Concrètement, petit point. Alors, si on fait ce point-là, c'est moi qui l'ai proposé de se faire ce petit point parce que on est quand même régulièrement interrogé, nous, au service technique, sur le sujet. Et voilà, c'était histoire que tout le monde soit bien au clair là-dessus. Et puis, on va voir aussi un petit peu l'avenir du sujet biofuel. Commençons par ce que dit la réglementation. Alors, la réglementation, elle nous précise que depuis le 1er juillet 2022, donc ça fait 2 ans et demi, un peu plus, il est interdit d'installer un système de chauffage ou de production d'eau chaude dont le niveau d'émission de gaz à effet de serre est supérieur à 300 grammes équivalent CO2 par kilowattheure de puissance PCI, enfin voilà, puissance calorifique inférieure, enfin en gros la puissance de chauffage ou de production d'eau chaude. Concrètement, l'idée, c'est d'interdire tous les systèmes de chauffage qui sont polluants en termes de CO2 et avec des niveaux de pollution assez importants. 300 grammes de CO2 par kilowattheure, c'est des niveaux assez importants. Cette nouvelle réglementation, récente réglementation, depuis juillet 2022, donc, elle implique un truc assez simple, c'est que dès qu'on met une chaudière au fioul, j'ai bien dit au fioul, qui serait alimentée par du fioul classique, et ben forcément, on va dépasser 300 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est-à-dire que même si on met une chaudière à condensation la plus parfaite soit-elle en termes de rendement et qui soit alimentée avec du fioul, forcément, on arrive à plus de 300 grammes de CO2. Aujourd'hui, on est à plus de 300 grammes de CO2 sur du fuel classique. On est, si vous voulez des ordres d'idées en gaz, sur une chaudière gaz, on est un petit peu moins que ça. C'est à 280 dans ces eaux-là, donc on est un petit peu en dessous. Donc ça n'interdit pas. Ce décret n'a pas d'influence sur le gaz, mais a une influence importante sur le fuel. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, enfin oui, alors au niveau de ce décret d'application qui date de juillet 2022, on a des exemptions possibles. Alors les exemptions, en fait, quand on y réfléchit, elles sont quand même assez difficiles enfin c'est quand même difficile de contourner la réglementation. Alors, on exempte, enfin, sont exemptés tous les appareils utilisés en secours, donc pour des bâtiments type recevant du public, des choses comme ça, où on a en secours une chaudière fuel qui serait là pour jamais, si jamais le système autre tombe en panne. Donc là, dans ce cas-là, ça s'applique pas. On a, ça va s'appliquer, enfin, on va avoir une exemption possible en cas d'impossibilité technique de remplacer l'équipement existant en respectant le seuil d'émission. Alors ça paraît difficile à justifier parce que, en fait, il y a relativement souvent, voire toujours une solution. Il y a toujours une solution alternative. Alors, soit de la biomasse, soit des pompes à chaleur, éventuellement en géothermie si on a des puissances importantes. Mais grosso modo, c'est compliqué, au moins pour une maison individuelle, de dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Et puis, en cas de non-conformité à des servitudes, donc là, c'est vraiment sur l'aspect purement enfin, législatif et réglementaire, quand on a des impossibilités de faire autrement que, enfin, d'un point de vue juridique, là encore, ça paraît compliqué à justifier, mais de toute manière, c'est pas le chauffagiste qui va justifier ces non-conformités-là. Donc concrètement, dire qu'il y a des dérogations, la réponse est non. Il n'y a pas de dérogation. Un client qui veut une chaudière au fioul en remplacement de son ancienne existante, et ben, on peut pas mettre une chaudière qui serait alimentée avec du fioul. Alors vous allez voir, je fais attention à ce que je dis et je vais expliquer pourquoi juste après. Voilà.
Donc la solution, ça va être donc si malgré les alternatives proposées au client, le client change pas d'avis, c'est-à-dire qu'il veut absolument, il a toujours chauffé au fioul, il veut rester au fioul, ça arrive souvent en campagne, on a chez des personnes qui sont qui n'ont pas forcément envie de changer d'énergie et qui en démordent pas. En fait, la solution, ça va être de mettre une chaudière fuel, mais qui soit compatible au biofuel. C'est-à-dire que, en gros, vous allez devoir mettre une chaudière qui va pouvoir recevoir du biofuel et attention, si on veut que ça fonctionne, si on veut être dans les clous de la réglementation, en fait, il va falloir que réellement le client alimente cette chaudière en biofuel. C'est-à-dire que si on met du biofuel F30, c'est ce qui est vendu aujourd'hui chez les distributeurs de fuel, on alimente une chaudière fuel à condensation avec du fuel F30, on va arriver à 270 grammes de CO2 par kilowattheure, grosso modo. On sera à moins de 300. Et donc, on sera dans les clous de la réglementation. Mais comprenez bien, il faut que les deux jouent le jeu. C'est-à-dire, vous mettez une chaudière biofuel compatible, et évidemment, il faut que le client derrière mette dans sa cuve réellement du biofuel et non pas du fuel classique. C'est là où, à mon avis, la réglementation est assez limite. Ce que nous, on vous conseille d'un point de vue juridique, c'est bien écrire au client son obligation sur le devis, sur la facture, sur un écrit à côté, mais ce qui est important, c'est qu'en termes de devoir de conseil, vous indiquez bien par écrit au client qu'il est obligé d'alimenter sa chaudière avec du biofuel, sans quoi la réglementation ne sera pas respectée, parce que malgré vous, le fait d'avoir mis une chaudière compatible, si elle est alimentée au fioul, ça marche pas. Donc il faut bien que les deux le plombier chauffagiste et son client remplissent leurs obligations. Et pour ça, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de faire vraiment une démarche écrite dans le cadre du devoir de conseil. Voilà. Alors, je vous ai évoqué donc la solution, c'est de mettre une chaudière compatible au biofuel et que le client l'alimente réellement au biofuel. Alors, le biofuel, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange issu très simple, alors c'est de la culture de colza, c'est ce qu'on appelle le limag. Bon, ouais, on va parler juste après. Mais en gros, c'est de la culture de colza, c'est de l'huile de colza qui est mélangée avec du fuel. Donc, du biofuel F30, c'est tout simplement 30% d'huile de colza et 70% de pétrole. Du biofuel F50, c'est 50-50 évidemment. Du F10, il y en avait un petit peu sur le marché avant l'arrivée du F30, c'était du 10% ou 90%, vous voyez bien le principe. Donc voilà, aujourd'hui, on va tranquillement augmenter ce pourcentage. C'est-à-dire que on est passé de F10 à F30 et puis tranquillement, on va aller vers du F50, voire un peu plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la part d'IMAG, là, donc ester méthylique d'acide gras, enfin, en gros, c'est la part de biofuel, elle est de 30% dans le F30, d'où son nom. On devrait passer à du 50% d'ici la fin de l'année 2025. C'est-à-dire, c'est ce qu'on entend de la filière biofuel. Et l'objectif, c'est même carrément d'arriver dès 2030, c'est-à-dire vraiment à court terme, sur du biofuel 100% biofuel. C'est-à-dire, on fait du F100. Je ne sais pas s'il s'appellera comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est 100% d'huile de colza. Le biofuel F30, aujourd'hui, il est environ 15% plus cher que le fuel classique. Donc évidemment, le client, quand il a le choix, il se dit, je vais mettre du fuel classique, ça va me coûter moins cher. Oui, sauf que rappelez-vous, si son installation est neuve, logiquement, officiellement, il n'a pas le droit, parce que il respecte pas la réglementation, parce qu'il dépasse les 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà ce qu'on peut dire sur le sujet du biofuel. On est un petit peu plus cher. Alors là où il y a débat, c'est au niveau du prix. C'est-à-dire on voit tout sur les prix du biofuel. J'ai regardé un petit peu avant de faire cette intervention. Il y a même des endroits où le biofuel est moins cher. En fait, il y a un vrai sujet de fiscalité sur le sujet. C'est-à-dire que si on applique, vous voyez bien, sur la partie, les 30% d'huile de colza, si on applique la même tarification, enfin les mêmes impôts, les mêmes taxes que sur des produits pétroliers, bah oui, le F30, il sera un petit peu plus cher. Par contre, s'il y a une évolution de la fiscalité sur le sujet des 30% qui ne sont pas des produits pétroliers, et ben là, du coup, ça fera automatiquement baisser le prix du F30.
On verra ce qu'il en est, mais à ce jour, le F30 est un petit peu plus cher. Le F30, il a aussi d'autres difficultés, ça peut être les conditions de stockage. Alors, au niveau des conditions de stockage, il y a un sujet, c'est-à-dire que l'IMAG, donc concrètement les 30% d'huile de colza, sont susceptibles de décoller et de mettre en suspension des dépôts présents dans la cuve, des dépôts de fuel classique. Et donc, voici les précautions à prendre quand on veut remplir de F30 une cuve qui était préalablement remplie au fuel classique, ce qui va arriver souvent forcément. Donc, si le réservoir est équipé d'un trou d'homme, il est nécessaire de procéder à la vidange et au nettoyage complet en s'assurant de l'absence d'eau d'humidité et d'eau dans la cuve. Et s'il n'y a pas de trou d'homme, c'est-à-dire si on ne peut pas aller faire ce nettoyage, eh ben, il est recommandé tout simplement de remplacer le réservoir de fuel. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'éviter les particules en suspension. Autre recommandation, le réservoir doit être installé à l'intérieur de manière à éviter qu'il subisse des amplitudes thermiques. Si ce n'est pas le cas, s'il est à l'extérieur, à ce moment-là, on veillera à ce que la température du combustible ne soit pas inférieure à 0 degré. Faire attention voilà, à ce qu'il ne soit pas stocké à des températures trop basses. Autre chose à respecter, les réservoirs translucides installés à l'intérieur ou à l'extérieur doivent être protégés contre les expositions directes au soleil. Donc, il ne faut surtout pas d'UV, en gros, qui arrive directement sur le stockage de biofuel. Donc, si on est sur une cuve non translucide, aucun problème. Si elle est translucide, attention, dans un garage, j'ai envie de dire, a priori, pas de souci, sauf s'il y a une fenêtre qui donne dessus, quoi. Et si le réservoir est enterré, attention à l'étanchéité des raccords pour limiter les risques d'infiltration. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est qu'il y ait un mélange d'eau avec le biofuel F30. C'est vraiment les choses à éviter. Et si les conditions de stockage que je viens d'évoquer ci-dessus ne sont pas respectées, la durée de stockage ne doit pas dépasser 6 mois. Donc, je vous ai mis une date de péremption, mais en gros, l'idée, c'est le stockage du biofuel. S'il est fait dans de bonnes conditions, aucun problème, il peut durer plus de 6 mois. Par contre, attention, si on ne respecte pas les conditions de température, les conditions de luminosité ou les conditions d'humidité, et ben, là, le stockage, on va réduire sa durée de stockage euh, pour s'assurer qu'il soit dans de bonnes conditions au moment où il va être réellement utilisé. Donc voilà, disons qu'il y a des précautions à prendre, c'est pas insurmontable, mais au niveau du stockage, il y a des précautions à prendre. Autre précaution à prendre au niveau de la ligne d'alimentation en combustible. Donc là, je vous ai mis un extrait d'un document qu'on pourra vous envoyer. C'est un document qui est fait par les industriels, en gros, du biofuel, qui font des recommandations sur donc le stockage. Ce que je viens de vous évoquer, ça sort de ce document. Et concernant la ligne d'alimentation en combustible, il nous faut du monotube. C'est-à-dire que tout ce qui est alimentation en bitube depuis entre la pompe à fuel et la cuve, on va le remplacer par du monotube euh, avec un filtre dégazeur. L'idée, là encore, c'est de limiter toutes les dégradations qu'il pourrait y avoir du biofuel dans le passage du cuivre. Euh, donc voilà. Et après, il y a l'ensemble des éléments qui constituent la ligne d'alimentation, donc la crépine, la vanne, la canalisation d'aspiration, doit être compatible avec le F30. Et pour ça, il y a un petit tableau que je vous joins ici, qui nous donne des compatibilités. Donc au niveau de la tuyauterie, donc par exemple, vous voyez, le cuivre n'est pas compatible. Ici, là, vous avez le cuivre qui n'est pas compatible, excepté en monotube. C'est pour ça qu'on le demande en monotube. Le laiton, le bronze non plus. Par contre, tout ce qui va être acier, polyéthylène, aucun problème. Donc, au niveau des joints, tout ce qui est caoutchouc, pas de souci. Si les fluorocarbonés, attention, si c'est du caoutchouc naturel, non, il n'est pas compatible. Donc, il faut vraiment faire attention à la ligne d'alimentation. Peut-être le plus simple, c'est de la refaire en mettant du monotube avec toutes les préconisations enfin, toutes les compatibilités nécessaires euh, à cette alimentation en biofuel. Mais globalement, le biofuel, s'il est mis dans de bonnes conditions, avec une alimentation en fuel de la chaudière dans de bonnes conditions, c'est absolument pas insurmontable et on a aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de souci particulier. Il faut juste voilà, prendre
prendre quand même ses précautions et à partir de là, on y arrive. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur le biofuel. Maintenant, je vais quand même évoquer un autre sujet. C'est le sujet de l'approvisionnement à terme. Alors, ce que je vais vous raconter là, en fait, on n'en sait pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Aujourd'hui, le F30, il est parfaitement, enfin, il est distribué sur à peu près tous les distributeurs de fuel et on peut en avoir hein, sans aucune difficulté. Un client qui veut absolument du F30, il va en trouver sur tout le territoire. Euh, là où, euh, là où on peut s'interroger, c'est sur le futur. Parce que demain, on mettra du F50. De plus en plus, on va aller en gros vers des biocarburants. La difficulté, c'est que vous avez bien compris que ces biocarburants, bah, c'est de l'utilisation de terres agricoles, évidemment. Et donc, l'utilisation de terres agricoles, est-ce qu'on utilisera toujours. Enfin, est-ce que. La question qui peut peut-être être posée, c'est est-ce que la priorité sera donnée à l'alimentation des chaudières fuel, enfin des chaudières biofuel, demain vis-à-vis d'autres secteurs industriels ou commerciaux qui ont besoin de biocarburants. Et là, alors j'ai pas toutes les réponses j'ai pas de réponse à ce que je vous dis. Je pose juste des questions sur le côté. Est-ce que demain, on va prendre un exemple très concret. Demain, on est en 2040. On a besoin de faire voler nos avions parce que a priori, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il va y avoir des exigences de plus en plus importantes sur l'aéronautique pour avoir des biocarburants. Vraisemblablement, les biocarburants, ils vont être plutôt, enfin, l'industrie des biocarburants va plutôt être orientée vers l'aéronautique plutôt que vers les chaudières. Donc, on peut s'interroger sur enfin, sur la capacité d'approvisionnement à terme. J'en sais rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Mais ce que je sous-entends, c'est vraiment peut-être insister auprès du client, le client qui veut absolument une chaudière fuel, peut-être lui dire, c'est peut-être l'occasion de changer. Si vraiment, j'entends bien qu'il y a des fois où il y a guère d'autres solutions économiques ou techniques pour changer. Maintenant, si on peut changer, il faut vraiment pas s'en priver. Il y a des aides aujourd'hui intéressantes pour le remplacement des chauffages fossiles. Et à mon avis, faut pas s'en priver. Clairement, c'est peut-être ça le discours qu'il faut retenir. C'est que oui, il y a des solutions. Aujourd'hui, on sait faire. C'est parfaitement réglementaire de mettre une chaudière si elle est alimentée au biofuel. Cependant, est-ce qu'on aura des capacités d'approvisionnement dans le futur? Eh bien, moi, je pose la question. Voilà ce que je pouvais dire ce midi. J'ai été très rapide, je vois qu'il est midi 20. Du coup, enfin, si vous avez des questions, je vous écoute. Je vous écoute ou je vous lis. Je sais pas. Rémi, Il n'y a pas de questions, Benoît, dans le chat. bon, et ben voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont appris des choses ou sont confortés dans ce qu'ils pensaient déjà. Bonjour, moi j'avais une question si je peux me permettre en vocal. Oui. Donc ça veut Oui. dire qu'en fait même si on parle sans le biofuel, les chaudières du coup en fuel classique, c'est-à-dire que peut-être dans les années à venir, les gens qui ont toujours leur chaudière fuel seront peut-être bloqués au niveau de l'approvisionnement de fuel. On sera Bah, peut-être. on n'y est pas, hein, mais à terme, oui, il y a des chances, ouais. D'accord. Clairement, ce que veulent les pouvoirs publics, ils le disent et l'écrivent, c'est la fin des énergies fossiles. Et alors, j'entends bien ce que vous allez me rétorquer, et vous aurez raison, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts et c'est pas aussi simple que ça. Mais n'empêche que clairement, oui, c'est là qu'on va. Et donc, la fin des énergies fossiles, ça passe par la fin du gaz. Aujourd'hui, enfin, si on reprend un tout petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, l'aéro 2020, on va parler du neuf. L'aéro 2020, elle interdit les chaudières gaz, donc on met plus de gaz dans le neuf, y compris en collectif depuis le 1er janvier 2025 d'ailleurs. Donc en neuf, on met plus de chaudière gaz. En rénovation, le gaz, il est encore toléré. Peut-être que ce ne sera pas le cas dans quelques années. Donc là, je vous parle du gaz. Et clairement, donc si je fais un petit aparté sur le gaz. Le gaz, aujourd'hui, on veut très fortement augmenter les capacités en méthanisation, donc en production locale de biogaz, et on veut diminuer la consommation pour que, c'est simple, les deux courbes se rejoignent. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on veut, c'est produire suffisamment de gaz pour s'auto-alimenter. Maintenant, là encore, si on peut faire autrement, à mon avis, il faut pas se poser, faut pas rester sur du gaz, typiquement en maison individuelle.
je n'ai aucune info, enfin, je n'ai rien d'officiel dans ce que je vais dire, mais je vous mets un billet que dans les années à venir, on interdira les chaudières gaz dans les maisons individuelles. Parce que, il y a d'autres solutions et qu'aujourd'hui, le gaz va se raréfier, enfin, va se raréfier. On veut du biogaz et donc on veut l'utiliser là où il y a pas d'autre choix que de mettre ça. Et sur le fuel, ça va être à peu près le même discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du fuel qui vient de l'extérieur, c'est des produits pétroliers. Objectif 2050, alors 2050 ça paraît loin, mais objectif de la France 2050 c'est neutralité carbone. Donc neutralité carbone, le problème c'est que du carbone on va quand même en utiliser, je pense, je vous ai parlé d'aéronautique, dans le kérosène aujourd'hui on n'a pas beaucoup de plan B pour faire avancer nos avions que d'utiliser du kérosène. Peut-être que des biocarburants vont le remplacer, mais le biocarburant, là encore on va être limité en quantité, donc en quantité disponible. Clairement, le chauffage, il faut bien se dire que si on a une autre solution, il ne faut pas se priver. Voilà ce que j'en pense, moi. Il y a Et deux c'est peut-être ce qu'il questions, faut dire à nos Benoît. clients. Il y a deux questions dans le chat. Ouais. Mathieu, premièrement, qui pose si les cuves acier ne sont pas compatibles, a priori. Alors, Euh, les cuves acier, je regarde les cuves acier, je ne crois pas qu'il y a d'incompatibilité. Alors, je vous enverrai le document. Attends, je sors du truc. J'ai un document, donc c'est un document un guide sur le biofuel qui date de mai 2023, fait par enfin, voilà, le consortium des producteurs de biofuel et des fabricants de chaudières aussi, et qui nous dit, je crois pas, les cuves acier, il me semble pas, je regarde vite fait, mais je crois pas. Si là, ouais, l'acier, non, l'acier, je regarde, l'acier est compatible dans les cuves et tuyauteries, l'acier est compatible. Voilà, ok. enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'incompatibilité entre une cuve acier et le biofuel. Ok. On a Cédric qui demande si on peut remplacer la chaudière sans remplacer le brûleur. Alors, si on peut, oui, oui, je l'entends. C'est-à-dire qu'on laisse le vieux brûleur, ce qui fait on conserve le. Oui, oui, je comprends la question. C'est pas précisé. Je vais faire une réponse de Normand, je suis désolé, mais c'est pas précisé dans l'arrêté. C'est-à-dire que dans l'arrêté, ils disent que tout nouveau système de chauffage, y compris en remplacement, ne doit pas dépasser 300 grammes de CO2. Donc avec ça, euh, c'est pas écrit. J'ai envie de dire, c'est une manière de passer entre les gouttes, à mon avis, effectivement, de conserver le vieux brûleur. Alors là encore, je reviens. Enfin, je vais pas refaire tout l'exposé, mais est-ce que c'est une solution d'avenir? Je crois pas. On va le dire comme ça. Alors, on a Gildas qui demande si il y a l'État ou des organismes peuvent contrôler. Alors, bonne question. La réponse aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait de contrôle. C'est-à-dire que un client chez qui vous installez une chaudière biofuel et qui remplit sa cuve de fuel, je ne crois pas qu'il va y avoir les gendarmes qui vont débouler pour savoir s'il a acheté du biofuel. Je ne pense pas. Euh, la réponse est non. Je pense pas qu'il y ait de contrôle. Après, le seul risque, ce serait potentiellement, le risque il est très faible, hein, le risque il est très très faible, ce serait d'avoir typiquement je sais pas, un futur acquéreur qui achète une maison et il se rend compte qu'il y a une chaudière biofuel qui est alimentée avec du fuel. Donc là, il pourrait dire, attention, vous n'avez pas respecté la réglementation. Bon, bref, le truc assez improbable, mais des fois, on a des surprises. Maintenant, non, clairement, il y a pas ou peu de contrôle aujourd'hui. Euh, voilà, non, il n'y a pas ou peu de contrôle. Juste, c'est pas une question, mais on a Cédric qui met dans le chat que les fabricants jouent sur le fait de remplacer la chaudière sans remplacer le brûleur. Ouais, Voilà. bah pour moi, c'est pas, enfin, comment dire, c'est pas. Alors, au-delà je vais pas vous faire un cours sur l'écologie, hein, loin de moi cette idée. Chacun a ses convictions, mais je dis juste que je suis pas sûr que ce soit une solution pertinente et pérenne sur le long terme, par rapport à ce que j'ai dit. C'est-à-dire que en termes de capacité à avoir du fuel à terme. Après, j'entends bien, hein, vous avez des clients qui ont 80 ans qui vont se dire, moi, ça va pas, enfin, on va faire comme ça et ça va bien se passer. Effectivement, à court et moyen terme, il y aura pas de sujet. À long terme, je pense qu'on peut se poser la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour des principales interrogations? Moi, je me permets juste en vocal. Ouais, vas-y.
Parce que là, je voyais, en fait, au jour d'aujourd'hui, si on résume dans certains cas, donc là, le fuel, l'objectif, bon, c'est d'interdire, enfin, le fuel à terme Mm. pour l'histoire de pollution. Là, on entend parler que le bois, ils sont en train de mettre le doigt dessus, que d'ici quelques années, les émissions de particules et tout, le bois va sûrement rentrer dans le collimateur bientôt. Alors le Euh, bois, effectivement, je te coupe, hein, pardon, Julien. ouais, Mais non, vas-y. effectivement, le bois, alors le bois, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que on a le sujet, c'est pas du tout le CO2, rien à voir. Donc c'est pas Ouais, du c'est tout le réchauffement climatique, c'est les c'est émissions de particules. particules fines. Ouais, Donc typiquement, ce qu'on a avec les pollutions de particules, notamment les moteurs diesel en ville, bah, on a des niveaux ouais. de pollution qui peuvent être similaires dans certains endroits à la campagne, du fait des chauffages au bois. Et donc effectivement, le chauffage au bois est de plus en plus dans le collimateur des autorités de santé et donc des pouvoirs publics. Parce que là, tu disais tout à l'heure le gaz. Donc, en fait, moi, je vois pour certains clients qui sont, bon, bah, c'est souvent le cas en campagne, Mm. agriculteurs ou autres. S'il n'y a pas de gaz, s'il faut plus de fuel, si le bois, ils mettent le doigt dessus, et puis que la pompe à chaleur, c'est compliqué parce que les tensions, les réseaux électriques et tout, parce qu'à mettre de la pompe à chaleur à outrance depuis plusieurs années, on a des endroits où c'est encore un peu limite. Ouais, On voit que le cercle de chauffage, ça commence à être quelque chose. C'est un sujet, quoi. Il y a des endroits, moi j'ai oui, clairement des endroits, des clients, ils veulent pas de pompe à chaleur. oui, Moi, au jour d'aujourd'hui, le fuel, on en met très très peu, mais moi, ce que tu disais tout à l'heure, hein, des chaudières compatibles, j'en ai posé. Il n'y en a pas une seule qui tourne au F30 ou au F10, c'est au bien fuel sûr, ordinaire. bien sûr. Donc, nous, en tant qu'installateur, là, tu disais par rapport au décret, comme on disait tout à l'heure, il n'y aura pas de contrôle et tout, mais quel pourrait être, entre guillemets, le risque, je veux dire, juridique pour nous, Ah, vous- même si on a mis le courrier, qu'on les a prévenus et tout, est-ce que nous, on a vraiment un gros risque derrière Pour moi, non, enfin, si vous mettez une chaudière biofuel compatible, que vous écrivez au client, Oui, il est attention, il y informé. a une réglementation, vous êtes obligé de l'alimenter en biofuel. On est bien d'accord, le client, c'est un grand garçon ou une grande fille, ils font ce qu'ils veulent et ils mettent du fuel dans leur classique, dans leur cuve. Pour moi, tu risques rien. C'est-à-dire que toi, tu as fait le job et il y a un Mhm. moment, c'est le client qui n'a pas fait sa part du job. Et donc, enfin, pour moi, il n'y a aucun sujet. Par contre, il y aurait éventuellement un risque si on met la chaudière biofuel, mais qu'on n'avertit pas le client. Oui, oui. C'est l'intérêt de faire un écrit. Là, il y aura un risque. Le client, ah bon, je suis pas dans la réglementation, mais personne m'a rien dit. Moi, on m'a jamais dit qu'il fallait mettre du fuel et pas enfin, du biofuel et pas du fuel dedans, quoi. Donc, c'est plus le sujet. Pour moi, c'est ça. Dès lors que vous mettez une chaudière biofuel compatible avec le petit conseil écrit qui va bien, pour moi, Ouais, d'un point de vue juridique, je vois pas de faille. et en gros, à chaque entretien de chaudière, si on voit qu'il tourne chaud au fil ordinaire, limite tous les ans, parce que vu que les gens sont de plus en plus procéduriers et de mauvaise foi, Oui, faut ouais, limite effectivement. tous les ans dire bah on vous redit que c'est pas Ouais, normal, vous ouais, avez pas vu le bon pour fuel. rappel, vous devez l'alimenter en Ouais, biofuel. Tout à fait. ouais. Donc, ça me semble pertinent de faire ça. Tout à fait. Ok. Ok. Bon, Il y a une question de Gilda merci. que j'avais aussi, moi, comme question, Benoît. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de livreurs de biofuel, le réseau aujourd'hui? T'as des Alors, infos par rapport à ça? je les ai pas appelés pour voir, mais d'après ce que j'ai pu lire sur enfin, sur les documents, enfin, sur le site internet Biofuel notamment, eux, ce qu'ils affirment, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qu'ils affirment, c'est que le territoire français est aujourd'hui, enfin, tout desservi. Ok, C'est-à-dire que on peut avoir une. Enfin, voilà, celui qui veut du biofuel sur le territoire métropolitain, il peut avoir du biofuel. ok. F30. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais pas qui c'est qui a barré ça. Eh bien, écoutez, messieurs, s'il n'y a pas d'autres questions, et on va couper la visio. On vous dit à bientôt, du coup, pour une prochaine visio. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.